Bonjour Richard, tu es VC Associate chez 50 Partners sur la branche et sur la verticale Web3, donc une structure hybride, accélérateur et fonds d'investissement dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter succinctement et puis raconter comment tu as basculé dans le Web3 s'il te plaît? Yes, bien sûr. Salut Pierre, merci pour l'invitation sur BlockX, ça fait très plaisir de pouvoir être ici. Ouais, donc moi j'ai rejoint 50 Partners il y a un peu plus de 3 mois pour builder la verticale Web3 de 50 Partners. Pour t'expliquer succinctement en fait ce que j'ai fait avant, moi je suis issu d'un parcours école de commerce, double diplôme avec école d'ingé. Euh, J'avais commencé du coup en école de commerce à beaucoup m'intéresser à l'entrepreneuriat pendant que je faisais des stages en finance. Donc tout bêtement, en fait, j'ai fait le lien entre les deux. Je me suis dit, punaise, j'aimerais bien faire du VC, ça m'éclate. Et donc j'ai fait un an d'alternance en VC chez BPI, dans une structure qui s'appelait HeroQuity. Et en fait, pendant cette année de VC, j'ai commencé à m'intéresser à cet écosystème Web3. Je m'étais intéressé à la crypto lors des différents deuxièmes vagues de Bitcoin, etc. Mais je suis vraiment rentré dedans par la porte NFT de manière vraiment très poussée. Je me suis intéressé à tout ça. Donc, du coup, ce qui s'en est suivi, c'est que j'ai rejoint la Française des Jeux pendant un an et demi où je m'occupais tous les sujets Web3, que ce soit accompagné dans l'initiation de nouveaux projets, aussi l'acculturation des dirigeants, parce que forcément, c'est quelque chose qui était important à l'époque. C'était un peu au moment du boom des play to earn, où on avait plein de projets du coup qui pumpaient à gauche à droite sous l'égide d'Axie Infinity, etc. Donc forcément, c'est un modèle qui venait directement challenger le modèle de la Française des Jeux. Donc je m'occupais de tout ça, entre autres, et je participais à toutes les réflexions sur les corporate ventures sur les sujets Web3, parce que le Web3 était devenu entre-temps un sujet stratégique pour la Française des Jeux et la sélection des partenaires pour développer des solutions et des projets Web3 qu'on verra sûrement bientôt arriver du côté de la FDJ. En fait, l'écosystème de FDJ étant très proche de celui de 50 Partners, parce que différentes connexions qui sont faites derrière, euh, certaines personnes, certains de mes boss de la FDJ ont compris qu'il y avait une opportunité chez 50 Partners dans le Web3. Une connexion s'est faite avec 50 Partners et avec Jonathan, avec qui on build la structure Web3. Et de fil en aiguille, du coup, j'ai rejoint 50 Partners il y a 3 mois pour du coup builder tout ça. Donc, structure d'accompagnement, comme tu disais, mix entre structure d'accompagnement et fonds d'investissement. Et en l'occurrence, pour moi, sur la partie Web3. Yes, nickel. Bah, ouais, ce qu'il faut dire, c'est que 50 Partners, initialement, enfin, c'est pas un projet natif Web3. Là, vous êtes vraiment en train de développer cette branche-là parce que vous avez identifié qu'il y a, il y a un besoin, hein, très clairement. Alors, est-ce que tu peux raconter quand, voilà, quel est le rôle de 50 Partners? Il y a un client qui arrive, Yes. comment ça se passe? Bah déjà, je pense que pour bien comprendre, il faut reprendre un peu l'histoire de 50 Partners. 50 Partners, c'est une structure, comme tu disais, mi-chemin entre un accélérateur et un fonds d'investissement qui a été créé un peu plus de 10 ans par 50 entrepreneurs à succès, d'où le nom 50 Partners. Et ces entrepreneurs, ils avaient pour volonté de créer la meilleure structure d'accompagnement pour des plus jeunes projets. C'est de là que vient 50 Partners. Et donc, comment ça fonctionne? En fait, nous, on a une vision assez forte qui est de dire qu'on ne construit pas une success story sur du court terme, sur 3 à 6 mois, mais plus sur 3 à 6 ans. Beaucoup de projets startups viennent nous voir avec l'ambition de vouloir lever des fonds. Pour autant, nous, on se contente pas de les accompagner sur cette première brique d'accompagnement, qui est la levée de fonds, mais sur tout ce qui suit derrière. C'est-à-dire donc la levée de fonds, puis ensuite potentiellement la structuration d'une équipe, du sales B2B ou de l'internationalisation, même de l'exit dans un dernier temps, et sur des sujets qui sont purement Web3, comme par exemple euh, la tokenomie, la gestion des mécaniques de reward, c'était dans la GameFi, comment tu remplis tes poules de liquidité, le choix de la blockchain, ou des mécanismes du coup d'acquisition qui sont propres à Web3. L'idée, c'est d'avoir un accompagnement qui soit vraiment 360 pour les projets qui nous rejoignent. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on fait tout ça? Nous, l'idée, quand une startup arrive chez 50 Partners, elle confie de l'equity contre du temps d'expertise. Du temps d'expertise à la fois de l'équipe de 50 Partners, dont je fais partie, avec Jonathan, avec qui je travaille, et ensuite, du coup, un accompagnement des partners. Ces partners, du coup, sont des entrepreneurs de l'écosystème qui vont venir accompagner, donner de leur temps à tous les projets qui sont accélérés pour les aider à tacler certains challenges qu'ils auraient potentiellement eu du mal à tacler sans l'appui d'entrepreneurs à succès comme on peut l'avoir. Je donne quelques exemples. En fait, on travaille purement dans l'écosystème Web3. On travaille avec Adrien Hubert de SmartChain,
Clément Techie de Ternoa, Alexandre Cognard, d'Ariani, ou bien par exemple Thibault Lonnet, Excusable. Là, je te donne un exemple. Pour l'instant, on travaille avec 19 partners. L'idée, comme tu t'en doutes, c'est de monter jusqu'à 50 partners d'ici les 3 ans. Et donc, c'est tous des entrepreneurs qui ont pas beaucoup de temps, qui sont des entrepreneurs qui build encore actuellement. Donc, forcément, le modèle, il fait qu'on peut accélérer que très peu de projets chaque année pour qu'on garde un accompagnement de qualité. Donc, c'est pour ça qu'on sélectionne que 5 à 7 projets par an, ce qui est très peu, mais ce qui nous permet d'assurer du coup ce niveau de qualité. Ouais. Et donc, en fait, le modèle, il est intéressant et tout le monde s'y retrouve parce qu'en fait, les startups confient de l'equity à une structure d'accélération qui est elle-même détenue par ces partners dont je te parlais. Ce qui fait qu'il y a une convergence d'intérêts sur toutes les parties prenantes, qui fait que les startups ont envie de venir chez nous, de un, et de deux, les partners s'impliquent derrière parce que c'est intéressant forcément financièrement pour eux, et puis en plus, je te le dis, ils adorent faire ça. C'est quelque chose, un peu, c'est un peu leur façon à eux de give back un peu à l'écosystème. Ils adorent faire ça et c'est un peu l'esprit de 50 Partners. C'est pour ça que tous nos partners en fait sont des entrepreneurs. C'est une condition sine qua non. Et enfin, je te disais que c'était un modèle hybride entre accélérateur et fonds d'invest. La partie fonds d'invest, en fait, on a beaucoup de boîtes, à 80% qui viennent nous voir en disant bon, bah, je cherche à lever des fonds. C'est pas du tout incompatible avec notre modèle. Au contraire, d'ailleurs, on a une stat qui est assez implacable, c'est que 100% des boîtes qui sont accélérées chez 50 Partners, du coup, ont levé des fonds. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on est ultra connecté à tout l'écosystème VC. Et donc, quand on lève des fonds, quand on lève la main et qu'on dit une startup qu'on accélère lève des fonds, sachant que cette startup, on l'a sélectionnée à peu près sur les mêmes critères d'investissement que les VC, qu'on l'accompagne et qu'en plus elle est accompagnée par les entrepreneurs que parfois même les VC ont financés auparavant, forcément, Ouais. ça les intéresse. De un. De deux, tous les partenaires dont je te parle, donc ces entrepreneurs à succès, ils accompagnent les boîtes, mais ils sont, pour la plupart, si ce n'est tous, des business angels. Donc imagine des boîtes qui sélectionnent avec nous, qu'ils accompagnent, qu'ils connaissent bien et sur lesquels ils voient du coup les potentiels développements, et ben, ils sont beaucoup plus à même de pouvoir rentrer sur un tour de table. Et enfin, nous, à chaque accélérateur, à terme, l'idée, c'est d'adosser un fonds d'investissement qui permet de soutenir financièrement les startups qu'on accélère. C'est pas un ticket qui est automatique, c'est un ticket Se qu'on se donne gagne. le droit d'investir. Voilà, exactement, qui se gagne. Si on pense que c'est intéressant à la fois pour la startup et pour nous. Et comme tu disais justement aussi, c'est 50 Partners, donc du coup, ça a 10 ans, donc on n'a pas créé dans un premier temps autour du Web3. La verticale historique du 50 Partners, c'est la tech en général, le digital, qui existe depuis plus de 10 ans et qui est du coup quatrième accélérateur actuellement et il me semble le troisième fonds d'investissement adossé. Ensuite, la verticale impact a été créée, puis santé, et là récemment du coup le Web3. Ce qui fait que depuis 10 ans, un écosystème qui est assez énorme, qui s'est créé autour de 50 Partners, qui nous permet potentiellement de pouvoir activer des relations purement Web3, comme je le disais, mais potentiellement pas Ouais. forcément Web3. Et c'est un réseau qui est facile à leverager et qui a une valeur assez incroyable. Ouais, c'est un cercle vraiment vertueux, de A à Z. La petite contrainte justement, c'est que vous ne pouvez accompagner qu'une petite partie pour garder un niveau de qualité, important. Donc, le processus de sélection, il est, enfin voilà, à quel niveau de maturité, sont les projets quand ils arrivent? J'imagine qu'évidemment, c'est pas de l'idéation, faut à minima un MVP, il faut déjà cracher du chiffre d'affaires mensuel de manière importante. Comment ça se passe? Bah, alors, après, on n'a pas de vérité absolue gravée dans le marbre sur lesquelles on se. L'idée, c'est que on est quand même sur un écosystème qui est sacrément naissant, qui, même si on en parle depuis un moment, on a vu des gros chiffres passer, en termes de business, on est sur un écosystème qui est naissant encore et en termes d'usage, d'adoption. Donc, nous, notre modèle, il nous permet du coup de nous concentrer sur des projets qui ont déjà une certaine maturité. Quand je parle d'une certaine maturité, on ne va pas rentrer sur des projets qui sont à l'état d'idéation, comme tu disais, ou quand la société n'est pas créée. Nous, notre sweet spot, un peu, c'est juste avant le seed, pour aider la startup à boucler son seed et d'aller derrière itérer et développer, aider la startup sur tous les autres sujets. Mais pour autant, tu vois, le Web3 a ses vérités qui ne correspondent pas forcément à ça. Quand tu vas sur des projets qui sont sur du token, forcément, l'ICO, elle intervient avant l'entrée sur le mainnet. Donc, tu vois, là encore, en fonction des vérités de chacun des projets, on est libre de faire évoluer tout ça. Pour autant, nous, on veut déjà avoir une preuve de quelque chose. Si ce n'est pas de l'attraction commerciale, c'est d'avoir de l'attraction utilisateur ou une équipe plus qu'au poil, dans ce market fit qui soit assez dingue, un gros product market fit, etc. Euh, il faut qu'on sente un début de quelque chose et sur lequel on peut se baser pour aller apporter du coup l'expertise nécessaire et les connaissances nécessaires pour aller vraiment à l'objectif au premier milestone et puis ensuite pouvoir itérer par la suite. Ouais.
Comme tu le dis, le terrain de jeu du Web3 étant assez aussi un peu plus exotique, avec toutes les manières de lever, de fonctionner, le rentrer en equity, bah, c'est voilà, parfois c'est, des systèmes qui sont décentralisés avec un siège social qui est à l'autre bout du monde ou autre, donc assez, ouais, non, c'est super intéressant. Quand les startups viennent vous voir, est-ce qu'elles se disent: «On vient vraiment pour l'aspect stratégique» ou on vient, globalement? Parce que moi, c'est le retour que je vois, c'est tout le monde cherche des fonds, donc on va rentrer, on va toquer chez 50 Partners pour lever des fonds, éventuellement un accompagnement stratégique, ou en fait, globalement, c'est les 2, les gens savent qu'ils viennent à la fois pour de l'accélération et potentiellement des aides pour lever des fonds, quoi. Bah, quoi qu'il en soit, en fait, la porte d'entrée chez Key Partner, c'est pas la levée de fonds. La porte d'entrée, c'est Ouais. l'accompagnement et cet accompagnement, il passe aussi par l'aide dans la levée de fonds, qui est pas si évidente que ça, surtout dans l'écosystème actuel où, bah, les fonds se font rares, justement, sur le Web3. Donc oui, donc il y a forcément, un aspect stratégique qui est dans un premier temps plus important, même s'il peut découler dans un deuxième temps, sur de l'invest. Nous, on est très transparent avec tout le monde, on va pas faire miroiter une levée de fonds, un investissement dans un premier temps qu'on ne va pas faire, qui essaie de rentrer, de faire de l'accompagnement, d'accompagner dans la levée de fonds. Et nous, derrière, on peut aller s'insérer sur un tour de table si on pense que c'est opportun à l'heure actuelle. Pour le moment, on ne le fait pas en token. On risque de le faire prochainement. Pour l'instant, on sait le faire que sur de l'equity, mais on va le faire prochainement sur du token, sur du fonds d'invest. Pour autant, on sait accélérer des startups et rentrer sur du token du côté de l'accélération. Ouais. Alors j'ai bien conscience, hein, que c'est le début, que vous êtes en train de monter la verticale, Web3 au sein de 50 Partners, mais sur les projets que vous recevez, parce que alors il y en a eu peu ceux qui ont été sélectionnés, que vous accompagnez, par contre vous en avez reçu pas mal. Où sont les besoins avec un petit peu de recul, dans la structuration, stratégique du projet? Où est-ce que tu sens qu'il y a les plus grosses fragilités? Est-ce qu'il y a une récurrence de, la tokenomics? Par exemple, la token économie n'est globalement pas bien compris dans les projets et c'est toujours très fragile. Ou à contrario, on sent qu'il y a un vrai travail qui est derrière. Par contre, le code est pas bien fait ou les blockchains choisies ne sont pas pertinentes. Voilà, si tu peux en dire un petit peu plus. Oui, bien sûr. Alors du coup, bah, on a un gros sujet qui est sur le, la vérité économique, en fait, d'une boîte. En fait, souvent, quand on a des boîtes du Web3 qui se présentent face à nous, elles ont un produit qui est super, euh, des, euh, des, des, des- une techno qui est souvent super, qu'ils ont développé un peu, je te prends la caricature, mais un développeur qui l'a codé dans son coin et on n'en est pas si loin que ça, mais du coup, c'est pas forcément des choses. Nous, l'idée, c'est qu'on va pouvoir apporter cette brique enfin, de vérité économique que tu dois avoir derrière, parce que sans ça, en fait, bah, forcément, si t'as pas tu te réponds pas à un véritable besoin, si tu n'as pas un business model qui est viable, si jamais tu veux lever des fonds, il faut généralement créer un modèle récurrent. Tu vois, c'est tout plein de choses qui sont évidentes pour des écosystèmes qui sont arrivés à maturité, comme bah, tout l'écosystème de plateforme dans le Web 2 où tu vois, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Pour autant, dans le Web 3, c'est pas si évident que ça. Donc, on a un accompagnement qui est assez pertinent là-dessus. Ensuite, derrière, forcément, tu disais, nous, on peut accompagner pas directement parce que personnellement, et avec le temps, on n'est pas, on n'est pas des ingénieurs purs et durs, on ne va pas auditer smart contract. Pour autant, les partners avec qui on travaille, eux, ont des regards vraiment aiguisés, chacun sur certaines problématiques. Tu vois, par exemple, on a des experts dans la DeFi qui vont pouvoir te dire si un écosystème solution est viable sur le long terme, que ce soit en termes de choix de la blockchain, d'écosystème ou même de mécanique derrière, basée souvent sur des modèles mathématiques assez complexes. On a des personnes qui savent vérifier ça. D'un autre côté, on a aussi des personnes qui savent aller diguer le cœur de la tokenomie, qui est aussi crucial. Tu vois, si tu fais résider toute ta valeur sur un token, il faut que ce token-là, voir déjà comment tu peux le récupérer, à quoi il va te servir, comment tu vas gérer sa liquidité. Il y a tout plein de sujets sous-jacents qui sont centraux pour le développement des projets. Et après, c'est pour ça qu'en fait, quand certains projets sont développés et avec une tokenomie parfois pas forcément bien léchée, ont vite connu des difficultés. Et nous, en fait, on intervient pour que bah, ça n'arrive pas. Donc, l'idée, c'est d'avoir déjà des projets qui ont le maximum le maximum de capacité de réussir. Nous, l'idée, c'est de les accompagner sur les sujets qui peuvent potentiellement être à risque ou les sujets où elles sont pas forcément encore les compétences clés en interne. Et ces compétences clés, en fait, dont je te parle, sur lesquelles on peut les accompagner, elles sont diverses. Je te donnais quelques exemples, mais l'idée, c'est que nous, on veut avoir un accompagnement à 360. Tu vois, on parle beaucoup de toutes les thématiques Web3, que ce soit le choix de la blockchain, la tokenomie, etc. Mais on a aussi des problématiques qui sont propres plus à l'entrepreneuriat de manière générale. Et c'est pour ça que nous, nos partenaires, on a des partenaires qui sont propres Web3, qui bitent dans le Web3 et qui peuvent apporter cette intelligence Web3.
mais aussi des partenaires issus de l'écosystème Web2, avec une forte appétence forcément pour Web3, parce que s'ils ne comprennent rien à cet écosystème, ça fait forcément moins sens. Qui peuvent du coup apporter une expertise qui soit plus transverse. Tu disais donc du coup que ce soit du sales B2B, de la structuration d'une équipe, comment gérer sa levée, etc. Ou des expertises plus sectorielles. Un exemple est, on a vu pas mal de boîtes qui voulaient construire une solution d'asset management sur de la crypto en B2B. Du coup, le premier client, c'est les family office. Et donc, du coup, pour s'adresser aux family office, savoir quelles étaient les bonnes pratiques, il faut une bonne connaissance du marché de l'asset management. Et donc, c'est pour Ouais. ça qu'en fait, ce type d'entrepreneurs ont aussi une valeur pour des entreprises du Web3. Et cette Secreto, la Secreto de Nifty, c'est ça. Elle est on est en train du coup de faire monter justement la menace pour rester sur le champ lexical, sur ce champ lexical-là, sur le Web3. Non, mais c'est bien parce qu'en fait, avec la pluridisciplinarité des profils, des compétences, des expertises, de recul aussi, parce qu'il y en a qui ont de l'expérience, à Exactement. chaque problématique spécifique sur les projets, vous allez pouvoir aller chercher quelqu'un, qui va être pertinent, quoi, qui va vraiment réussir à apporter quelque chose et d'avoir, voilà, bah, tous ces partners et toute l'équipe derrière. Ça permet d'assurer, bah, de combler tous les trous et d'avoir quelque chose de très solide et de correctement accélérer à la fin, quoi. Exactement, exactement, c'est tout à fait ça. L'idée, c'est de pouvoir avoir, un accompagnement sur tout type de sujet, et sur le long terme. On sait qu'on délivre pas, on donne pas de fonds, contrairement à d'autres structures qui le font. Nous, l'idée, c'est, d'avoir un accompagnement sur le long terme, et si je prends un peu la comparaison avec un fonds d'invest classique, quand un fonds d'invest investit ou rentre au capital d'une société, le travail est à peu près fini. Nous, quand on rentre au capital de la société, notre travail, il commence à l'inverse. Et c'est là qu'on commence vraiment à apporter de la valeur. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même encore pas mal de fonds d'invest qui, voilà, qui mettent leurs billets, qui sont pas dans l'accompagnement et Mais il en parfois les faut. entreprises ne cherchent, voilà, il faut Il en faut. Nous, on travaille avec eux justement pour que les startups qu'on accélère, pour leur présenter les meilleures startups et qu'ils puissent investir dedans. Et en fait, on travaille main dans la main avec eux parce que sans ces fonds-là, l'écosystème ne peut pas se développer aussi. C'est comme tout autre écosystème, là, tout le monde s'y retrouve. Nous, on a juste une proposition de valeur qui est assez singulière dans l'écosystème, que ce soit pour le Web3 ou pour les autres verticales, et qui existe depuis 10 ans. Donc, ça prouve bien que ça fonctionne, ouais. la durabilité de cet écosystème. Super, on va arriver sur la fin de l'interview, Richard, petite dernière question. Alors là, c'est vraiment prise de température, voilà, VC, BA, fonds d'invest, tout ce qui va pouvoir permettre de mettre des billets dans les projets, alors parce que du coup, vous faites du Web 2, du Web 3. Alors toi, tu es vraiment spécifique, sur le sujet Web 3, mais bon, vous en Mmh. discutez, évidemment avec les collègues. Comment ça se passe, sur la ouais, aujourd'hui, bon, les robinets ne sont pas fermés, mais bon, on y va quand même au compte-gouttes. Comment tu sens le Web 2 par rapport au Web 3? Est-ce que vraiment là, le Web 3, en fait, c'est, on a tout coupé parce que, voilà, il y a trop de spéculation. Là, c'est, tout le monde est frileux, très frileux et du coup va se replier sur du plus sûr, sur du web 2, du moins exotique? Ou est-ce que tu sens vraiment il y a eu un switch qui a été fait et voilà, il y a une prise de conscience de se dire: «Bah, en fait, là, on est en train de build, donc c'est-à-dire qu'il y a des beaux projets qui sont en train de se lancer, ça vaut le coup de les regarder de près, ça vaut le coup de mettre de l'argent». Comment tu sens un petit peu ça? Bah, en fait, moi, je le vois plus comme, un retour à la raison, si on prend vraiment, la réalité VC. Tu vois, par exemple, on a beaucoup de boîtes, qui ont levé des sommes assez faramineuses, en période de bull market, avec pas forcément la réalité du produit, derrière ou, ce qu'il fallait derrière pour développer le produit. Parce que le Web3, c'était nouveau, tout le monde avait envie de s'intéresser, bah, là, pour le coup, les valves étaient vraiment grandes ouvertes, on envoyait de Il y a du l'argent, FOMO, hein, aussi. clairement, il y a eu du FOMO, et cetera. On avait vraiment beaucoup d'argent qui était en circulation. Et là, du coup, on retrouve des sous-jacents qui sont économiquement, enfin, qui sont en accord avec ce qu'est le VC. En fait, on demande aujourd'hui, avant d'investir dans un projet, on demande d'avoir une équipe qui soit solidement constituée, d'avoir un produit qui puisse adresser un véritable besoin et sur lequel on a un marché qui est conséquent. Donc, en fait, c'est juste une réalité qui est tout à fait pertinente vis-à-vis du métier qu'on fait. En fait, moi, je pense plus que c'est un retour à normal. Et si je reprends un peu le parallèle avec les startups qui ont levé beaucoup d'argent il y a plusieurs mois, sur du pré-produit, sur des critères qui n'étaient pas forcément identifiables avec l'écosystème VC général, et ben en fait, beaucoup de ces startups-là, malheureusement, en fait, arrivent dans un temps 2 avec tout le cash qui a été brûlé. Et donc, deux possibilités, soit tu relèves des fonds et dans ce cas-là, au niveau de ta valo, tu te fais découper, soit tu Ouais. lèves pas et la boîte va au tapis. Malheureusement, on en voit. Et donc, en fait, ce moment, ce temps de marché où on est, donc là, qui est plus un peu frileux, où les fonds se font rares, bah, l'idée, c'est qu'on a des projets qui sont en train de se builder derrière
un vrai besoin, où il y a un vrai marché et on a vraiment, des fondeurs qui fit vraiment avec le produit qu'ils veulent créer. Donc, on est plutôt à l'aise, nous, de naviguer dans cet écosystème-là. On pense que c'est de bon augure pour un développement, une acquisition plus globale dans un deuxième temps. Mais ça va prendre du temps, hein. Aujourd'hui, quand on prend les usages du Web3, on en a beaucoup parlé, mais pour autant, ils sont encore limités aujourd'hui et réservés à une certaine minorité de personnes qui s'y sont intéressées. Et la courbe d'apprentissage, elle est assez importante. Mine de rien, aujourd'hui, je pense que le Graal, le salut, il sera au moment où justement la courbe d'apprentissage, elle sera plus forcément importante et peut-être au moment où on parlera plus de toutes ces technos, comme on ne parle pas des technos du Web 2 pour les Ouais. utilisateurs du Web 2. Donc c'est juste une mature, selon moi, hein. Forcément, j'ai de fortes convictions dans pas mal de technos liés au Web 3, sinon je ne ferais pas ce travail-là. Mais je pense que l'acquisition viendra, mais on n'y est pas encore. Ouais, mais je suis tout à fait en phase, hein, qu'il y a il y a un gros décalage entre, la théorie sur les possibilités qu'on peut déjà faire aujourd'hui avec du Web3 et qu'on pourra encore faire mieux demain et la réalité dans l'implémentation des solutions, que ça soit, chez des particuliers, des petites boîtes, des moyennes boîtes, des grosses boîtes. Il y a un gros décalage qui est inhérent à beaucoup de raisons, mais on est encore très early et en fait, se rendre compte, Ouais, voilà, entre la différence et moi, enfin, moi, toutes ces interviews m'ont permis d'en prendre conscience, hein. C'est entre la théorie et vraiment ce qui se fait sur le terrain, il y a un gros décalage. Pourtant, il y a des use cases, hein, ça c'est vrai, mais en fait, voilà, ça va venir, ça va s'implémenter sur le long terme et beaucoup de projets effectivement, ont réussi à vivre en levant des fonds constamment, mais voilà, quand tu lèves et que tu crames, si derrière tu as pas remis de l'essence dans la voiture, bah, tu t'arrêtes quoi et aujourd'hui, bah, il y a de moins en moins d'essence, donc OK et bah, je te remercie pour ton temps et ton partage, du coup, Richard. Merci. merci Pierre pour l'invitation, c'est super.